Bonjour, bienvenue pour ce nouveau moment live de l'Agora Supply Chain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du Covid sur l'immobilier logistique. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Terrier, directeur général chez Arthur Lloyd Logistique. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue. Et à vos côtés, nous accueillons également Philippe Frère-Jean, expert supply chain chez Arthur Lloyd également. Bonjour. Logistique. Bonjour Philippe. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Didier, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est Arthur Lloyd et dans quel contexte s'inscrit cette étude? Alors, Arthur Lloyd, avec grand plaisir, je vais vous présenter le groupe Arthur Lloyd. Donc, c'est un groupe de conseil, une société de conseil en immobilier d'entreprise, constituée d'un réseau de un peu plus de 70 implantations en France. 360 collaborateurs, donc société qui intervient sur les métiers du retail, du tertiaire, de l'activité et de la logistique. Aujourd'hui, on est sur ce marché positionné à travers Arthur Lloyd Logistique sur un créneau qui est donc pure player logistique immobilier. Cette transverse a été créée en 2011 et elle intervient sur tout le territoire, avec un bureau à Lille, un bureau à Paris, un bureau à Lyon. Aujourd'hui, c'est 14 collaborateurs. On vient de recruter 2 nouveaux collaborateurs pour renforcer l'équipe sur la partie utilisateur, mais également sur la partie investissement. Arthur Lloyd, cette année, on a commercialisé un peu plus de 250 000 m² d'entrepôts à utilisateurs, puisqu'il faut bien faire le distinguo avec la partie investissement. On a, depuis 2011, que la société a été créée, on a fait à peu près 200 missions. Et on est donc, comme je vous l'ai dit, 100% immobilier logistique. Très bien. Très bien. Alors, d'un point de vue macro, rien de neuf sous le soleil. De point de vue macro, le chômage continue d'augmenter, le PIB continue de baisser. La logistique continue d'être le secteur qui embauche le plus de salariés. Enfin, voilà. Donc ça continue à évoluer un peu dans ce sens-là. D'accord. Et justement, quelles vont être les conséquences sur l'immobilier logistique? Alors, j'en profite pour faire un petit point sur le marché, puisqu'il y a une année qui vient de s'écouler. Au mois de juillet, on était très inquiets, puisqu'on avait une demande placée qui avait chuté par rapport au premier semestre 2019 de pratiquement 55%. D'accord. On termine l'année avec un take-up d'environ 3 millions de mètres carrés, donc une demande qui finalement a baissé seulement de 15%, quand on sait que l'immobilier tertiaire est pratiquement sur 50%. Donc voilà, on a effectivement une année qui reste assez intéressante compte tenu du contexte. Mais ça, on l'avait imaginé, puisque comme vous le savez, l'activité supply chain a été résiliente et a été très active pendant cette période. Donc après, sur la partie investissement, on doit finir à peu près à 3,2 milliards, 3,3 milliards d'euros investis dans l'immobilier logistique, contre effectivement un peu plus de 4,6 milliards en 2019. Mais là aussi, la baisse, elle reste cohérente par rapport à la bonne tenue du marché. On a peut-être un problème en investissement de produits à vendre. Il y a beaucoup d'argent sur ce marché. En revanche, on a effectivement un peu moins d'immeubles à vendre, parce que ceux qui souhaitaient vendre, ils ne savent pas trop quoi racheter. Donc voilà, c'est un peu un principe qui fait que c'est un marché qui est très actif, mais qui a été ralenti par le manque d'offres. Les conséquences, il y a celles qu'on a vues immédiatement dès la sortie du confinement. Je pense que celles de 2021 et 2022 seront différentes, mais les premières qu'on a pu constater, ça a été effectivement une baisse de la demande placée, puisque tout s'est arrêté pendant 3 mois, sur le deuxième trimestre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu quelques sujets de débord, puisque les magasins étant fermés, les entrepôts étant parfois remplis, on a eu une demande assez soutenue à la sortie du confinement pour trouver des solutions pour des débords de 6 mois. Donc ça, c'était une des conséquences du Covid, mais qui reste un point positif pour nos marchés. Ensuite, on a eu, dans les points négatifs, l'arrêt des instructions, tout ce qui était PCI, CPE. Donc, ça a décalé des projets sur 2021.
puisque les DREAL ont été fermés pendant un certain temps. Et puis voilà, on va dire que c'est les principales conséquences qu'on a vues. Philippe, je sais pas Oui, si tout à fait. voilà, C'est les conséquences directes, à l'issue surtout du premier confinement, puisque le deuxième confinement a quand même été un peu plus souple en termes d'activité et en termes d'utilisation de cette administration qui a continué à fonctionner. Il y a eu un effet de rattrapage quand même. Il y a eu un effet de rattrapage, puisque globalement, comme Didier, quand il était passé au mois de juillet, vous avez annoncé à peu près qu'on allait finir à 2,5 millions. On n'a pas de boule de cristal, on est à 3 millions. Voilà, c'est qu'il y a quand même eu un effet de rattrapage sur la fin de l'année. Mais qui était du rattrapage qu'on avait un peu anticipé sur le fait que certains décalages d'autorisation d'exploiter d'administration ont démarré plus tard, et donc on a pu comptabiliser certaines transactions vers la fin de l'année. Donc un marché qui résiste mieux. Qui résiste bien. Qui résiste bien. Des projets qui ont été repoussés un peu plus tard, et là, malgré tout, on sent un petit peu le rattrapage. Est-ce qu'il y a aussi eu des incidences régionales ? Alors, des incidences, il y a une incidence qui est pas neutre, c'est le développement très fort du e-commerce. Donc avec un besoin de surface, un besoin qui est beaucoup plus immédiat que peut-être les e-commerçants l'avaient imaginé. Et avec une contrainte quand même, c'est un peu de difficulté à développer des immeubles neufs. Donc aujourd'hui, on a des sujets e-commerce sur des immeubles existants, parce qu'il y a une urgence à trouver des solutions immobilières, alors qu'on était à l'époque, notamment pour certains grands pure players, sur des schémas de développement avec des produits très typés. Et voilà. Donc ça, entre la politique, entre guillemets, de zéro artificialisation, on arrête de transformer des terres agricoles, et le e-commerce qui booste de pratiquement 30% tous les mois, on a effectivement une demande qui s'est organisée autour de bâtiments existants. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est quand même aussi une incidence du Covid sur l'immobilier logistique. Donc on arrive aussi sur un marché en tension finalement. Ah, complètement. Si on se place d'un point de vue prospectif, à quoi on peut s'attendre au niveau structurel, au niveau immobilier logistique ? Globalement, l'immobilier logistique, la crise du Covid est dans la même mouvance que toutes les problématiques entre guillemets green qu'on met en place. Donc, comme le disait Didier, l'artificialisation des terres, la non-artificialisation des terres, le décret tertiaire qui oblige un certain nombre de choses sur les bâtiments, cette zoonose qui nous vient donc de ce entre guillemets de ce rapprochement de l'homme vers l'animal, qui fait que cette tendance continue à augmenter, à recentrer toute l'activité sur l'obligation de travailler le plus possible sur des terres existantes et de ne plus créer de terres, de ne plus créer de développement. Ce que disait Didier sur la non-artificialisation et la création de nouveaux bâtiments. Donc cette tendance-là, pour moi, elle va continuer elle était déjà présente et elle va continuer à avancer. Elle va continuer à avancer en favorisant ce qu'on avait toujours avant, ce qui était en cours qui se mettent en place gentiment, qui sont les mécanisations et les automatisations. Puisque globalement, on n'arrive plus on ne peut plus développer de terres agricoles, on ne peut plus développer de terres et construire des bâtiments sur la grande longueur. C'est ce qui est demandé de plus en plus. Mais il va falloir essayer d'utiliser la hauteur et l'altitude, sachant que bien sûr, quand on construit un bâtiment plus haut, on n'a pas obligatoirement la même activité à mettre à l'intérieur. Donc cette notion aussi évolue aussi sur ce genre de produit, qui fait que beaucoup de chargeurs peuvent aller avancer sur ce genre de produit parce que l'investissement est important, et les prestataires, eux, n'ont pas obligatoirement la capacité à suivre pour tout ce qui est entre guillemets produits atypiques. Et derrière, au niveau des investisseurs, on a quand même des investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ce genre de produits grande hauteur, qui n'était pas le cas à une époque, puisqu'on ne connaissait pas, on ne savait pas le réutiliser derrière. Donc les investisseurs aussi sont intéressés par ce genre de produit, parce qu'ils ont une vision, ça permet d'avoir une vision long terme, sachant que ça permet d'avoir une réduction des surfaces, mais aussi une transformation des salariés de manutentionnaires plutôt à techniciens. Un technicien de maintenance et autres. Et donc il y a une montée en gamme à l'intérieur de ces entrepôts. Justement, sur ce côté élévation, qu'est-ce que ça... Nouvelle solution dit nouveau problème, entre guillemets.
Qu'est-ce que cela implique finalement? Ça implique que l'administration fasse évoluer aussi certains PLU dans ce sens-là et autorise cette montée en charge. Sachant que il y a l'administration, puis il y a aussi tous les services autour, genre les pompiers qui connaissent pas bien ce genre de produit à plusieurs niveaux et donc qui freinent un peu la solution, quoi. Donc surtout une question au-delà de l'administratif et une question de Techniquement, montée en compétences. il y a une montée en compétence des opérateurs, mais il y a aussi la capacité à faire et à produire, existe. Donc il y a pas de, il y a pas, on la trouve en France. Il y a pas de, c'est pas une nouveauté puisque ça existe dans beaucoup d'autres pays, Bien sûr. en Europe et même à l'étranger. Donc cette partie-là, il y a cette partie-là sur le gros bâtiment. Et puis après, il y a aussi toute la mécanisation qu'on va retrouver dans les petits entrepôts, puisque globalement, comme on a, comme le disait Didier, un fort développement du e-commerce, ça veut dire qu'on ne travaille plus le produit identique, on ne travaille plus le produit colis, on travaille un produit UVC. Et la meilleure façon de travailler un produit UVC, c'est de mécaniser une partie de l'activité. Donc on a aussi cette grosse tendance, et la preuve, c'est que les mécaniseurs sont débordés sur tout type de produits, que ce soit des gros produits, comme je disais, les transstockers, ou sur les plus petits produits, des schémas, avec des schémas à la prise individuelle, etc. Prise pièce que l'on va retrouver. Après, quand on parle du développement du e-commerce, là aussi, c'est important de le signaler parce que ce développement du e-commerce va certainement avoir un impact fort sur la logistique urbaine et sur la logistique du dernier kilomètre, puisque... Tout à fait, ouais. Donc on va peut-être enfin savoir ce que souhaitent les utilisateurs de bâtiments, ce qu'on appelle de logistique urbaine. Et je pense qu'il y a il y a un virage qui se prend, où là, il va vraiment falloir répondre sérieusement, et non pas, c'est pas que c'est pas fait sérieusement aujourd'hui, mais aujourd'hui, logistique urbaine, personne n'est capable de dire ce que c'est, logistique dans les kilomètres. Bon, moi, j'ai l'impression que voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va devenir enfin sérieux, ça va devenir un sujet sérieux, on va savoir ce que veulent les utilisateurs, et ça, pour moi, c'est lié au Covid, puisque C'était déjà pris, le schéma était déjà pris, et ceux qui ont tiré le épingle du jeu cette année, c'est ceux qui avaient déjà pris le virage. Et donc ils ont juste accéléré dans cette sortie. Des gens comme Monoprix avec Ocado, ils ont accéléré. Ils avaient une livraison qui était prévue, je crois, plutôt courant du deuxième trimestre. Suite au premier confinement, ils ont accéléré leur mise en place et leur sortie de produits. Donc ces gens-là avaient déjà pris le virage. D'autres personnes qui avaient décidé de mettre en place des entrepôts plus proches, puisque c'est plus proche de certaines activités, ont accéléré. On en a mis quelques-uns en place, d'ailleurs, dans le schéma que l'on a fait cette année. Et certains ont complètement accéléré. Par contre, les volumes ont été tellement conséquents que même avec l'accélération, ils ont quasiment rattrapé le plan de charge qu'ils avaient prévu à 2-3 ans. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils continuent à accélérer. Donc ce schéma-là fonctionne. Il n'y a pas eu un pendant le confinement où on fait et on arrête après. Il y a quand même eu une continuation à ce niveau-là. Très bien. Vous parliez de mécanisation, vous parliez aussi du dernier kilomètre et justement de la structuration de cette question-là. Est-ce que vous identifiez aussi d'autres incidences, ou d'autres impacts, ou d'autres opportunités que crée l'essor du e-commerce ? Au niveau de l'immobilier, après il y a certainement un impact qui intervient mais au niveau de l'immobilier logistique, c'est effectivement un besoin important de bâtiments disponibles plus rapidement. Et c'est effectivement une organisation. Alors par contre, c'est vrai que au niveau de l'entrepôt lui-même et la construction d'entrepôts et de la configuration des entrepôts, l'arrêté de 2017 qui avait permis d'agrandir les cellules de stockage, par exemple, arrive à point nommé, parce que qu'est-ce qui est le plus embêtant pour les mécaniseurs, c'est les murs coupe-feu. Donc il y a eu, d'ailleurs ça a été fait pour certains gros faiseurs en e-commerce qui mettent en place des outils de tri, et donc cette partie-là est importante pour eux. En configuration de bâtiment, il n'y a pas de grande modification sur un bâtiment, excepté d'aller chercher de la hauteur. D'accord. Qui fait que la hauteur ne peut pas être traitée, doit être traitée différemment que le rez-de-chaussée, que les bâtiments actuels. D'accord. Et si on essaye de sortir la boule de cristal, comment vous voyez justement l'année 2021 par rapport à ce qui s'est passé en 2020 sur le côté marché immobilier ?
je pense que les incidences économiques en 2021 elles vont être certainement différentes que celles qu'on a vécues en 2020. J'ai bien peur qu'il y ait quand même des gens qui restent au bord. Des gens qui restent au bord de la route. Mm. Maintenant, sur l'immobilier, l'activité supply chain, je veux dire, voilà, comme le disait Philippe, elle a résisté, elle a effectivement des clients et des métiers qui font que c'est une activité qui a montré je dirais, toute sa résilience. Nous, on fait de l'immobilier logistique. Aujourd'hui, le signe qu'on peut avoir, et c'est plutôt le signe qu'on va retrouver chez nos clients prestataires, c'est qu'il y a des sujets, mais des décisions qui se prennent pas ou qui se décalent. Alors que les 6 derniers mois de 2020, il y a eu énormément de demandes exprimées. Là, on sent un petit ralentissement. Hein, voilà. Et ça, ce ralentissement, nous, on le sent à notre niveau, mais je crois que les prestataires avec qui on discute sont également un peu dans la même situation que nous. Ils attendent des go pour lancer des projets. Est-ce que c'est lié, est-ce que ce ralentissement est lié à la conjoncture économique? On peut l'imaginer, même si ce n'est pas forcément la seule unique raison. Mais non, mais 2021, il va y avoir effectivement une activité qui risque d'être ralentie sur certains pans de l'économie française. La logistique est partout dans l'économie. Elle n'est pas que en alimentaire, qu'en non-alimentaire, qu'en industrie. Donc les industries qui peinent, leur logistique va peiner aussi. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a des industries qui sont des industries comme l'événementiel et autres, qui elle fait le gros dos et va reprendre rapidement derrière, parce que les gens ont envie de se voir. Donc tout ce qui est grossiste, restauration, qui prennent des coups parce qu'il n'y a pas, il y a plus, on est plus sur le même schéma. Ces gens-là, ça va revenir quasiment aussi rapidement. On l'a vu d'ailleurs entre le premier confinement et le deuxième confinement, la consommation a quand même rebondi. Donc c'est quelque chose qui doit rebondir. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont rester au bord de la route. Il y a certainement une crise économique en plus de cette crise sanitaire. Et donc cette crise économique, elle va favoriser comme elle le fait souvent à chaque fois, les hard discounters, parce que globalement, ou les gens qui arrivent avec des produits à petit prix, oui, ces gens-là, on les voit bien avancés aussi. D'ailleurs, si on repart en 2008, ça s'était passé comment, justement, l'après-crise sur logistique? C'est une crise financière, c'était autre chose. C'était autre chose. On peut absolument pas... Il n'y a pas les mêmes effets de rebond. Il y a des conséquences qui peuvent être similaires, mais c'était avant tout une crise financière. Là, aujourd'hui, on a... Je veux dire, la grande distribution, je ne pense pas que 2020, ça soit une mauvaise année. Oui. Il y a quand même des... Voilà, à l'époque, il n'y avait plus d'argent sur les marchés pour faire de la logistique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur les marchés pour faire des entrepôts. Donc on n'est pas sur le même schéma. Parce qu'on annonce beaucoup de défaillances d'entreprises en 2021, on annonce aussi une chute du PIB, rien de nouveau finalement, mais... La Covid va se doubler d'une crise économique, mais pour vous, ça sera complètement différent du contexte 2008. Pour moi, c'est pas tout à fait. On n'est pas sur le même schéma, au moins du côté de l'immobilier. D'accord. C'est un enseignement. Didier, Philippe, si on doit synthétiser les points positifs et les points négatifs au niveau immobilier logistique, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Ce qu'il faut retenir, c'est un peu ce qu'on a mis dans notre slide. En positif, effectivement, comme on vous l'a dit, à très court terme, il y a eu une demande placée assez soutenue sur des débords, ou même pas que sur des débords d'ailleurs. Et ça nous a permis effectivement d'aligner un peu ce chiffre qui était en chute de moins 55 à moins 15. Moins de pression sur le marché de l'emploi, puisque une des grosses problématiques je dirais des utilisateurs d'entrepôts, c'est de trouver du personnel. Donc aujourd'hui, le bassin d'emploi est devenu pratiquement le second critère pour une implantation. Donc là, effectivement, on peut imaginer qu'il va y avoir malheureusement quelques milliers de chômeurs. Donc ils vont pouvoir trouver sans doute, et on l'espère plus facilement, je dirais, leur main-d'œuvre. Il n'y a pas de nouveauté sur les bassins d'emploi, ça reste toujours les mêmes, c'est historique.
Bon, non, oui, les bassins du Nord existent depuis longtemps. Enfin, les anciens bassins industriels qui n'ont plus, les mêmes besoins, les mêmes. D'ailleurs, c'est quand on regarde le Nord, c'est la zone, ce qu'on appelle les Hauts-de-France. Excusez-moi. Sinon, je vais me faire. Voilà. Les Hauts-de-France, c'est la région où on a le plus de capacité à développer des produits, par exemple, parce que c'est une zone qui accepte la logistique assez facilement et où on arrive à trouver de l'emploi assez facilement aussi, parce qu'il y a des taux de chômage conséquents. D'accord. Donc c'est vrai que l'emploi est un point important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi sur le fait de ne pas trouver, d'avoir de la difficulté à trouver que la mécanisation aussi et l'automatisation sont aussi importantes, puisqu'elles couvrent une partie de ces points-là. Après, globalement, le e-commerce, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va même plus loin, puisqu'on parle d'omnicanal et même de vente unifiée. Puisque globalement, on met le client, on vend le client au milieu et on doit lui proposer entre guillemets les mêmes choix, que ce soit devant son écran, que quand il va en magasin, avec les mêmes, même quand on lui fait la promesse client. La promesse client complète de A à Z. Moi, me fait dire que cette promesse client ne peut être tenue que parce qu'on va encore avoir des boutiques. La tendance de dire il n'y a plus de magasins, je pense qu'elle est fausse. Elle est fausse parce que qu'est-ce que c'est qu'un magasin si ce n'est un centre de stockage le plus près des consommateurs? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est plutôt la réorganisation de ce centre de stockage le plus près des consommateurs qui va potentiellement permettre aux chargeurs de garder la promesse client et de livrer le plus rapidement ses clients. Très bien. Donc cette partie-là. Après, dans les points positifs, c'est sur le marché de l'investissement. Aujourd'hui, on vous l'a dit, il y a beaucoup d'argent sur ce marché. On a des industriels qui ont de l'immobilier et qui sont en train de réfléchir sérieusement à l'externaliser, à profiter de cette opportunité où on peut vendre à un prix plus qu'attractif, tout en s'engageant sur un bail et tout en rentrant du cash pour le recentrer sur leur cœur business. Donc ça, c'est effectivement un point positif pour nous. Le repositionnement des collectivités, c'est un vieux pieu, mais on y croit toujours. On se dit que quand il y aura énormément de chômeurs, ils vont peut-être effectivement commencer à réfléchir à redévelopper du foncier. Et puis donc, on disait aussi le renforcement peut-être du hard discount avec l'arrivée, comme on le sait, de nouveaux entrants sur ce marché, notamment des Scandinaves, des Russes. Donc voilà. Donc ces gens-là ont besoin d'entrepôts. Donc on va effectivement essayer de répondre à leurs demandes. D'accord, très bien. Et si on continue justement sur les points positifs, négatifs, quelle autre tendance on peut faire sortir, juste avant de passer aux questions-réponses? Sur les points, c'est le climat économique qui est très incertain à moyen terme, qui est quand même le principal point négatif qu'on pourrait émettre par rapport à cette crise du Covid, qui entraînerait un durcissement des conditions de financement, même si aujourd'hui elles restent encore très, très compétitives. Un taux de chômage qui certes va permettre à nos clients de trouver de l'emploi, mais qui va également peser sur la consommation. Il y aura une baisse de la consommation. Et puis effectivement, on ne peut pas empêcher de s'imaginer que certains de nos clients utilisateurs vont être fragilisés dans la durée par rapport à cette crise économique qui est annoncée. Très bien. Merci beaucoup Didier, merci Philippe. On va passer aux questions-réponses avec Laurent. Laurent, est-ce que tu as une première question à nous poser? Didier, bonjour Philippe, j'ai une question. Est-ce que le e-commerce va compenser la demande placée? En termes d'immobilier, logistique va compenser, il va effectivement. Théoriquement, le nombre de mètres carrés consommés par l'e-commerçant devrait augmenter. Oui. Donc, il va effectivement compenser une partie de ce qui peut être ralenti sur d'autres secteurs d'activité. Oui, il y a une étude qui dit que globalement, il faut plus de surface pour faire du e-commerce que pour faire du stockage normal. Pourquoi? Parce que le e-commerce potentiellement passe par des étapes de distribution ou d'approche de produits. Je pense que cette étude elle ne tient compte que de l'immobilier logistique en tant que tel. Elle oublie de la partie commerciale qui va quand même rester. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le magasin va quand même rester. Donc obligatoirement, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y aura une vraie augmentation avec le e-commerce,
tant qu'on a la partie commerciale qui est en fait la tête de pont quelque part de la vente de certains chargeurs. On n'aura jamais l'équivalent du drive dans le e-commerce finalement. Même l'équivalent du drive, même des gens comme Amazon, ils cherchent quand même ils cherchent quand même à poser des bâtiments le plus proche et avec des stocks de plus proches. Donc, qui sont des magasins, quand on regarde bien, même si ce sont du stockage, et pour pouvoir répondre rapidement à leurs clients. Donc, c'est bien le schéma d'une façon ou d'une autre, pour répondre rapidement, il faut s'approcher de son client. Il faut lui approcher son stock. Tant qu'on n'a pas comme Star Trek, la téléportation, il va falloir toujours amener le stock. Hein. Donc, oui, cette notion-là, elle est toujours là. Très bien. Laurent, une autre question? Oui, alors je vois qu'on a encore un petit peu de temps, il reste 5 minutes. Donc vous parliez de région Philippe tout à l'heure. Il y a une question en disant comment vous analysez le fait que certaines régions aient mieux résisté que d'autres, et notamment le Sud. Le Sud, c'est une région un peu particulière quand même. Historiquement, le Sud, c'est une région qui est plutôt en dents de scie en termes de positionnement. Parce que longtemps, le Sud a fonctionné avec 2 ou 3 gros acteurs qui, l'année où ils prenaient des surfaces, le volume était important. L'année où ils prenaient rien, le volume descendait complètement. Non, mais les 3 millions de mètres carrés placés, hormis les Hauts-de-France, où on a effectivement une baisse, mais qui est... Je rappelle que l'an dernier, c'était pratiquement 800 000 mètres carrés placés en Hauts-de-France, qui était un chiffre assez exceptionnel. Aujourd'hui, on est redescendu dans des normes un peu plus classiques, mais les autres marchés se sont à peu près maintenus. Hein. On a toujours 60% sur la dorsale, la fameuse dorsale, et 40% sur le reste. Et effectivement, le Sud, c'est peut-être un peu plus... Il y a eu un peu plus de demandes placées sur le Sud, notamment sur les secteurs de Saint-Martin-de-Crau, mais bon, Lyon aussi, le marché s'est pas trop mal tenu à Lyon. L'Île-de-France, on est quasiment sur les mêmes volumes. Donc non, cette baisse, elle est essentiellement liée au Hauts-de-France, où on a eu une année, effectivement, l'année dernière, qui était exceptionnelle. Voilà. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut juste recontextualiser ce point conjoncturel dans quel contexte ça s'inscrit justement chez Arthur Lloyd? Vous le faites tous les trimestres? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Non, mais nous, on a une présentation le 28 janvier. Donc, on présente le bilan de ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier logistique. Donc, ça, c'est un point qu'on fait annuellement et qu'on va faire donc, sous forme digitale, bien sûr, cette année. On a des points trimestriels qu'on communique, à la presse et aux acteurs de... Là, il était évident que le Covid pouvait avoir un impact. Donc, on s'est un peu mobilisé sur ce sujet dès le mois de juillet. On réfléchit à une étude, mais qui serait plutôt, qu'on sortirait plutôt fin 2021, où on retracerait un petit peu pendant les 18 mois historiques. D'accord. Donc oui, on a matière quand même, avec cet événement exceptionnel, de transmettre des messages, de réfléchir, de créer un peu de matière, et c'est ce qu'on fait avec notre service études. Très bien. Merci en tout cas Didier Terrier, vous êtes directeur général d'Arthur Lloyd Logistique. Merci Philippe Frère-Jean, vous êtes expert supply chez Arthur Lloyd également. Merci à l'ensemble de nos partenaires et de nos équipes sans qui ces Agora Live Supply Chain n'auraient pu avoir lieu. N'oubliez pas également de voter pour le prix Startup qui sera remis demain. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour parler de e-commerce avec ses conséquences sur la supply chain. Très bonne continuation sur Agora Live Supply Chain.